Gérard Lusson, ancien éducateur puis directeur au ministère français de la Justice, ancien directeur de Handicap International puis du chèque déjeuner en Roumanie, ancien directeur général d'une société offshore en Chine, à Harbin, ancien secrétaire général d'un fonds de pension en Roumanie, officier de l'Ordre national Steaua României, auteur du livre Aventures, contes et histoires africaines, paru aux éditions Harmattan. Il a vécu en France, au Sénégal, en Roumanie et en Chine, suffisamment à chaque fois pour y connaître plus ou moins les gens, leur histoire, leur identité, leur culture. La liberté d'expression, selon Gérard Lusson, est un bien trop précieux pour qu'on laisse quiconque y toucher. La pire des choses étant de laisser s'installer un ordre moral en lieu et place de la démocratie et des valeurs fondamentales. J'ai un peu étudié parce que comme j'ai la chance de connaître ces trois pays, bon, dire que je connais la Chine, je suis pas spécialiste de la Chine, ça n'existe pas. Un pays d'1,5 milliard d'habitants, Ouais. d'1,5 milliard d'habitants, 56 ethnies, 10 systèmes d'écriture, des langues différentes. Ça n'existe pas un spécialiste. Disons que moi, je suis parti comme j'ai fait ma révolution culturelle, comme j'ai dit tout à l'heure, en voyageant dans le Maghreb, d'un coup, j'ai vu la Chine autrement. C'est-à-dire, d'un coup, je me suis dit, bon, attends, je viens pas leur apprendre quelque chose, je viens découvrir finalement. Et j'ai découvert une civilisation, une histoire, des gens qu'on a sous-estimés, méprisés, dont on n'a rien compris parce que je crois qu'il y a un peu le même phénomène avec vous en Roumanie, c'est-à-dire que le communisme est une superbe excuse pour expliquer tout ce qu'on a raté depuis la fin du communisme, à mon avis. Nous, on n'est pas en bon état en France, mais on n'a pas eu le communisme, donc on n'a pas cette excuse pour dire c'est la faute des autres. Donc la Chine, j'ai dit à plusieurs reprises à des amis, la Chine c'est un pays communiste. Ok, il y a un parti communiste qui tient les rênes du pouvoir. Il y a quand même 10 partis différents en Chine, dont le Kuomintang qui n'est pas communiste. Par contre, le chinois, il n'est pas communiste. Le chinois, il est nationaliste. Il est, tu sais ce que ça signifie, comment ça se dit Chine en chinois? Ça se dit Zhongguo. Et Zhongguo, Guo, c'est le pays. Ça peut être une république, comme la France, c'est Faguo. Ça peut être une république fédérale. L'Allemagne, c'est Teguo. Ça peut être un royaume. L'Angleterre, c'est Hinguo. Donc, Guo, c'est le pays. Et Zong, c'est chez moi. Ça veut dire chez moi, là où sont mes richesses. Ça définit la mentalité du Chinois. Le Chinois, il est nationaliste. C'est son pays, c'est son territoire. Il faut pas qu'on aille lui marcher sur les pieds dans son pays. Et nous, on l'a fait. Tous les pays, pas vous les Roumains, mais tous les ex-empires coloniaux, on est allé pour l'opium, pour l'or, pour plein de trucs. On est allé s'installer en Chine, on a brûlé Pékin, on a tué des gens. Ah, vous avez civilisé le monde. Voyons. Ah bah oui, mais on a civilisé l'Afrique aussi, hein, Oui. et les Amériques, parce que on peut pas reprocher aux Américains d'aujourd'hui les crimes qui ont été faits par les Français, les Irlandais, les Anglais et autres personnes qui ont quitté l'Europe pour diverses raisons. Mais ouais, la Chine, c'est toute une histoire, c'est toute une identité. Mais je répète, c'est un exploit qu'ils sont arrivés à faire, à accomplir les Chinois, c'est-à-dire c'est à garder une unicité nationale avec autant d'ethnies, autant de pratiques différentes. Il faut savoir quand même qu'il y a eu un moment, la Chine a eu, je crois, 8 ou 9 capitales différentes. Jamais une n'a brûlé l'ancienne capitale. Jamais une n'a attaqué l'ancienne capitale. Et parmi ces capitales, une était catholique. Tu vois, c'est une leçon énorme qu'on prend quand on arrive là-bas et qu'on discute avec eux. Alors qu'on discute avec eux, faut pas aller discuter avec le membre du Parti communiste en réunion officielle. Mais quand tu vas discuter, y compris avec votre ancien ambassadeur, Viorel Istioaïchan, j'ai jamais été capable de prononcer. Ce type était d'une culture exceptionnelle. Maintenant, il est à Bruxelles. Une culture exceptionnelle, une sagesse, une philosophie. C'était un bonheur de discuter de la Chine avec votre ambassadeur.
Ça a changé. Voilà la Heureusement Chine. ou Alors malheureusement. la Chine et la pandémie, c'est simple. Je crois que ça ressort de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ils ont confiance dans leur gouvernement. Ils sont pas forcément tous heureux. Il y a des pauvres. La campagne chinoise, c'est un peu comme la campagne roumaine. Le niveau de vie, c'est le chien attaché, c'est les cochons dans la cour, c'est les rues adjacentes en terre battue. Tout le monde n'a pas sa voiture. C'est le gars qui sort de Khartoum, qui sort du bistrot et qui rentre chez lui en cherchant difficilement son chemin parce qu'il est sous comme un Polonais. C'est aussi ça la Chine, c'est-à-dire des gens qui sont pour nous qui sont prisonniers, mais chez eux ils sont libres. Ils font la Java. J'ai jamais il y a des secteurs c'est des fêtards, c'est des gros fêtards les Chinois. Alors ils ont confiance dans leur gouvernement et quand leur gouvernement leur a dit fin janvier 2020, on ferme tout, ils ont tout fermé, on boucle tout, ils ont tout bouclé. Ils ont bouclé, ils ont écouté, et puis au bout de 40 ou 50 jours, ils avaient maîtrisé la pandémie. Pendant ce temps-là, ils ont vu la fin de non, mais l'histoire. le gouvernement a compris la gravité de la situation et il a su l'expliquer au peuple. Ce qui n'est pas le cas chez vous. Et en France aussi. Hein. Et ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais non, en France, moi j'ai quitté la France. C'est pareil. Hein. Écoute, j'ai quitté la France le dernier jour de février. Je devais rester tout le mois de mars pour les élections, puis parce que j'avais des travaux à faire à mon appartement en France. J'ai quitté en catastrophe fin février quand j'ai vu le cirque que c'était. C'est-à-dire que on avait le président et sa dame, si on peut l'appeler comme ça, qui sortaient au théâtre pour nous montrer que ça craignait rien. Et on voyait bien que ça paniquait. Ils ont rapatrié 2 avions, puisqu'on avait 50 chercheurs scientifiques au laboratoire P4 de Wuhan. Depuis 2017, ils y étaient pour 5 ans. Ils les ont rapatriés en catastrophe. Quand tu apprends ça, tu te dis, comme on dit très en français, il y a le feu au lac. Quand tu apprends ça, c'est-à-dire tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et les mecs, donc ils ont rapatrié 500 personnes au total, les 50 chercheurs français, mais Wuhan, c'est un centre de recherche. La fameuse Dacia électrique Spring. Elle a été faite à Wuhan. C'est un très gros centre de recherche, Wuhan. Et donc c'est aussi un centre d'espionnage, bien évidemment. Il y a 10 ou 11 consulats. C'est une très grosse ville. C'est une ville importante dans l'histoire de la Chine, puisque c'est une ville qui a été constituée après l'arrivée du Kuomintang et de Sun Yat-sen au pouvoir. Donc ils ont investi dans cette ville et ils ont gardé l'investissement dans cette ville. Donc les gens ont écouté et puis ils ont repris les fêtes, l'école, les mariages et tout ça. Au bout de 50 jours, j'ai des photos de mes copains, parce que j'ai toujours plein de copains en Chine, y compris des Roumains et des Chinois. J'ai des photos de mariages, de fêtes, de trucs comme ça. Tout a repris. Alors que chez nous et chez vous, donc chez nous, on avait notre président, enfin celui qui sert de président, qui montrait le mauvais exemple, et chez vous, il y avait votre président qui disait que c'était une petite grippe et qu'il fallait pas s'affoler. Heureusement que vous avez un président très résolu comme ça et qui veut mettre au point les choses et obliger les gens à, comment dirais-je, à prendre la bonne route. Écoute, ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est puisque votre président est à son dernier mandat, c'est de vous envoyer le nôtre après. Hein, ou faire un échange, parce qu'on a des belles stations de ski en France. Hein. Je vois. Non, c'est une solution, ça. Pourquoi pas? Non, un échange d'expérience aussi. Il y a des Roumains qui viennent travailler en France, pourquoi pas un président? Ça serait marrant, remarque. Voilà, donc on a raté la campagne et les gens n'ont plus eu confiance. Vous avez raté la campagne et les gens n'ont plus eu confiance. Et là, en ce moment, il y a 2 villes avec des problèmes en Chine. C'est Xi'an. Xi'an, c'est l'ancienne capitale qui était le terminus de la route de la soie. Xi'an, ça veut dire la paix de l'Ouest. Et à Xi'an, ils ont bouclé la ville, c'est 13 millions d'habitants, et là, ils viennent de boucler Tianjin, qui est le port en face de Beijing, à 100 km de Beijing, et c'est aussi une très grosse ville. C'est un très gros port de commerce. Là, ça peut poser un problème de ravitaillement planétaire. S'ils bloquent Tianjin, ils peuvent bloquer les bateaux et notamment les porte-containers.
Mais tu sais, j'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont donné cette fameuse formule? Je suis pas de spécialité, je comprends pas grand-chose à la médecine. Euh, mais est-ce que tu sais, est-ce que les Chinois ont donné ou ont offert aux Américains ou aux autres le fameux code génique de ce Alors, virus pour qu'ils puissent fabriquer vraiment, comme, est-ce je qu'ils ont suis, isolé le virus attends, pour que les autres puissent fabriquer des vaccins? je vais pas te répondre, je vais te répondre indirectement. Hmm. J'ai dit tout à l'heure, il y avait 50 chercheurs français au laboratoire P4 de Wuhan. Donc, il ne pouvait rien se passer sans que les chercheurs français soient au courant. Hmm. C'est obligatoire. Le P4 de Wuhan, c'est une copropriété État français, État chinois. Après, il y a eu des fonds américains qui sont arrivés. De toute manière, les Parce que Américains je sont savais, les Américains, ils voilà. étaient là Mais aussi. à l'origine, le P3 transformé en P4 à Wuhan, c'est une initiative française qui date de l'époque de Chirac, puis de Sarkozy, puis de Hollande, puis de Macron. C'est une très longue histoire de partenariat où la France a voulu créer et s'implanter là-bas, et l'implanter là-bas. Puisque le premier P4 n'était pas à Wuhan en Chine, le premier P4, il était à Harbin, dans le nord où j'ai travaillé. Mais c'est une réalité pour moi, c'est-à-dire qu'il n'a rien pu se passer là-bas à Wuhan sans que les Français ne soient au courant. Ils étaient forcément au courant. Donc, ils étaient forcément complices ou Ah, participants ou partenaires. partenaire. Après, il y a eu des bruits qui ont couru du fait de ce partenariat complémentaire avec Ford Detrick aux États-Unis. Donc, il y a eu des bruits qui ont couru que, de fait, c'était les Américains qui avaient apporté le virus. Mais ça, je sais pas, bien évidemment. Et puis, je pense qu'on ne saura jamais. C'est qui va aller fouiner dans un tel magma de complicité, d'études secrètes. Alors, il y a le professeur Montagnier qui a dit, lui, qu'ils avaient joué là-bas, notamment avec les souches du VIH. Et de fait, on sait que le vaccin, notamment les vaccins Pfizer et Moderna, déclenchent des syndromes immunodéficitaires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des rappels, c'est que les rappels sont là pour compenser l'immunodéficience induite par le premier vaccin. Ça, c'est une évidence. Il y a des médecins chez vous qui diront non, il y a des médecins chez vous qui diront c'est vrai. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que je vis aussi dans un milieu de médecins et des gens qui sont sérieux et qui touchent pas d'argent pour dire oui ou non. Donc, à partir de là, quand tu touches pas d'argent, tu es plus sincère que quand tu en touches. Chez vous comme chez nous. D'accord. Voilà, donc l'origine, on va dire, franco-sino-américaine. Du phénomène. Le déclenchement, ça paraît manifestement être ces Jeux olympiques militaires qui ont eu lieu en septembre à Wuhan. Et les premiers cas qu'on a constatés en France, c'était en octobre, du côté de Mulhouse et Colmar, donc en Alsace. Et ensuite, j'ai un copain qui, en novembre, un très bon copain que je connais, qui est venu ici aussi en Roumanie me rencontrer, nous voir, qui l'a attrapé et qui m'a dit c'est costaud, c'est une très très grosse grippe. Il a failli décéder. Hein, il a été sous respirateur. Il savait pas comment traiter puisque c'était un des tout premiers vrais cas en France. Et puis il a traversé la tempête. Je ne sais pas pour vous, mais nous, ici, on a eu de très grosses grippes. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais Ouais, personne ne s'y intéressait pas. L'État, non. on en a eu une en On n'a 68. jamais fermé, ou je crois, une seule fois, on a fermé l'école pour 2 ou 3 jours à cause de la grippe. Il y a 8 ou 10 ans, vous Mais pourquoi avez cet intérêt soudain
pour. Il y a 8 ou 10 ans, il y a 8 ou 10 ans, vous avez eu le H1N1 ou H1N3, la grippe aviaire, on l'a appelé nous. Ah ouais, la grippe aviaire. Où les autorités chez vous ont paniqué, ils ont brûlé les animaux, ils les ont pas torturés, mais pas loin, parce qu'ils les ont téléchargés, ils les ont chargés avec des bulldozers, enfin un truc odieux au niveau de l'humanité, du sens humain. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi partout? Pourquoi c'est difficile parce que automatiquement, quand tu commences à avoir un doute, on t'appelle complotiste. Si tu crois n'importe quoi, t'es un gentil, et si tu poses des questions, t'es un complotiste. C'est chez vous comme chez nous, hein. Là, je vois à la télé chez vous, c'est ahurissant. En plus, les journalistes qui restent maintenant chez vous, c'est pas les plus intelligents, hein. Excuse-moi de le dire comme tel, mais non, c'est. J'assume, mais je t'ai dit, on est francophone et on fait ce qu'on voit en France. Ah ouais, ça c'est un modèle, ouais. Ça c'est. Non, je me souviens qu'à l'époque, je saute du coq à l'âne, comme on dit, mais à l'époque, avant 68, puisque je suis de la génération qui est montée sur les barricades en 68, on avait une seule chaîne de télé, une seule radio, et on allait manifester qu'on voulait la liberté d'expression. Là maintenant, on a 50 chaînes de télé, mais les 50 chaînes, ils disent tous la même chose. On a gagné la liberté d'expression. Il y a eu des gens qui ont superposé des trucs qu'on disait à la télé, et c'était la même chose pour toutes les chaînes. Donc, par rapport à cette époque. Le premier truc que j'ai remarqué, parce que à chaque fois qu'on me donne une information, je la vérifie. J'ai appris ça. Peut-être que je l'ai appris au début, quand je suis venu m'installer définitivement en Roumanie, c'était en 96, j'étais copain avec l'équipe alors de Academia Catsavencu, donc avec des gens très cultivés, impressionnants, et ils m'ont appris à valider les informations. Quand t'as pas 3 sources différentes, eh ben tu te tais et tu fais pas le mariole. Et donc quand j'ai vu qu'ils appelaient, ils parlaient de pandémie, je suis remonté, j'ai cherché pandémie, je suis allé voir la définition de l'Organisation mondiale de la santé, et j'ai découvert que la pandémie, en 2010, l'OMS a modifié la définition de la pandémie. C'est devenu une maladie non mortelle, mais qui s'étend dans beaucoup de pays simultanément. Donc on nous a fait peur en mélangeant, par manque de culture et manque de recherche historique, en mélangeant pandémie et épidémie, parce qu'une épidémie c'est grave, ça tue, alors qu'une pandémie c'est devenu quelque chose, simplement une maladie qui se répand un peu partout, un peu comme la bêtise, ça se répand très vite et on n'en meurt pas toujours, quoi. Tu vois. Donc en cherchant, je suis tombé là-dessus, je me suis dit tiens, attends, en 2010 il modifie la définition. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est une pandémie, ça s'est répandu partout d'une manière extrêmement surprenante. Par exemple, il y a eu dès le début beaucoup de morts en Iran, qui est un pays isolé, qui est un pays victime d'un blocus. Or, il y a eu beaucoup de morts en Iran, il y a eu beaucoup de morts dans le nord de l'Italie et pas dans le sud. Alors, on a accusé la 5G pour le nord de l'Italie, sauf que la 5G n'existait pas en Iran, tu vois. On a cherché un peu tout et un peu n'importe quoi pour expliquer peut-être que c'était une méchante grippe ou alors que c'était ce fameux virus de Wuhan qui s'est baladé grâce à ces militaires des Jeux Olympiques. Possible, mais ça reste encore comment dire, ça c'est nébuleux, ça fait quand c'est trop bien organisé au plan mondial, ça fait organiser, ça se voit, quoi. En général, la particularité de votre pays, comme la particularité de votre modèle, la France, c'est la désorganisation, quand même, hein, c'est Berthelot. Depuis Napoléon, vous êtes le pays le mieux organisé de l'Europe. C'est ce qu'on enseigne au niveau des institutions. Au niveau des institutions, c'est vrai que Napoléon, sa présence, ça fait qu'il y a des gens qui ont créé. Bah oui, ça fait qu'il y a des gens qui ont travaillé. Il faut bien qu'il y ait un meneur pour qu'il y ait des gens derrière qui fassent un certain nombre de choses. Et on a structuré l'État français, d'abord sous Louis IX, quand on a nationalisé l'armée, la police, les impôts, c'était une première chose. Et puis sous Napoléon, parce qu'on a rédigé tous les codes juridiques. La première structuration réelle de l'État français, à mon sens, c'est Napoléon. Tu vois.
c'est pas mon idole. Mon idole, c'est Jeanne d'Arc, hein, mais c'est normal. Jeanne d'Arc, elle a libéré ma ville, qui est Orléans, donc c'est autre chose. Mais Napoléon a créé ça. J'aime pas Napoléon parce que il a quand même sacrifié une entière génération de Français à aller faire des guerres un peu partout. On n'avait peut-être pas besoin de ça pour créer l'État français, quoi. Bon, grâce à Napoléon, on a eu l'armée russe en France quand même. Nous aussi, on a eu les Russes. Quand à la retraite de Russie, ils nous ont accompagnés jusqu'à chez nous pour qu'on se perde pas en route. Je crois qu'ils sont restés 5 ans ou 7 ans, notamment sur Paris, mais ils n'ont pas laissé de mauvais souvenirs, les Russes. Pas comme les Allemands. Bon. Pour cette première édition, j'ai un petit projet avec toi de faire, parce que les tops seront toujours dans le vent, à la mode. Est-ce qu'on pourrait faire un top des événements récents qui se sont passés en Europe et en Asie, en Eurasie? Oui. Quel serait cet enchaînement ou ce classement des événements selon toi? Tu parles de quels événements? Les événements en général, le Kazakhstan, la Géorgie. Kazakhstan, pourquoi pas? Non, parce que je vois depuis une semaine, on a tous les spécialistes français de Chine, qui sont spécialistes français de la Syrie, qui sont spécialistes français de la Géorgie et de la Patagonie septentrionale, sont devenus spécialistes du Kazakhstan. Le Kazakhstan. Ouais, et voilà, un top 5, par exemple. Là, sur la 5e place, ce serait à qui? 5e, Adika, la dernière. La dernière. Sur l'Eurasie? Très bonne question. Très bonne question. Les relations franco-russes, par exemple, pourraient être intéressantes. Je pourrais parler bien sûr de l'Ukraine, puisque j'ai quand même des attaches familiales par là. Je pourrais bien sûr parler du Xinjiang et des Ouïghours en Chine, parce que là aussi on fantasme énormément sur le mauvais sort des Ouïghours. Hein? On le crée. Sur le génocide. Voilà, génocide. De toute manière, tout est un génocide. Hein. Je me souviens quand Băsescu a diminué les salaires en Roumanie, les syndicats ont parlé d'un génocide. Ça n'a pas le même sens. A priori, génocide, c'est autre chose que diminuer un salaire. Mais bon, oui, il y a des gens qui parlent d'un génocide des Ouïghours, mais sans savoir combien il y a d'Ouïghours en Chine, d'où viennent les Ouïghours. Il y a beaucoup à dire sur cette très grosse province historique de Chine. Parce que le Xinjiang, c'est une province chinoise. Les Ouïghours, ils viennent de l'Altaï. Ils ont été chassés par les Kirghizes. Ils sont pas originaux. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement récent concernant les Ouïghours? Il y a eu des tentatives de création, notamment 2 tentatives de création d'un Turkestan oriental. C'est-à-dire de faire en sorte que les musulmans installés au Xinjiang, qui sont qu'une partie des musulmans, il y a environ 30 millions de musulmans en Chine et ils sont 12 millions au Xinjiang. Et puis c'est les Ouïghours, mais il y a aussi les Hui qui sont des musulmans parfaitement intégrés. De fait, la Chine est devenue musulmane par deux phénomènes: la route de la soie, donc qui a traversé le désert du Taklamakan, qui est passé par la ville de Turpan, puis pour arriver à Xi'an. À Xi'an, il y a une grosse communauté musulmane aussi, et puis il y a par la mer. L'islam est aussi venu par la mer en Chine. Donc ça peut être intéressant à discuter de ça. Le Kazakhstan, on peut en discuter, mais je suis pas spécialiste. 4e place, Kazakhstan. Je suis pas spécialiste du Kazakhstan. On peut en discuter par rapport à cette rivalité entre tu crois au mélange des États-Unis dans cette affaire? Alors les États-Unis. Est-ce qu'il y a eu selon toi
Seulement ces ONG qui ont tout monté avec le support des États-Unis. Les États-Unis ont d'énormes intérêts commerciaux au Kazakhstan. Ils ont pas envie de les perdre. Le Kazakhstan, c'est un exporteur d'uranium, de gaz, et je crois qu'ils ont du chrome aussi. C'est un pays très riche au niveau du sous-sol, comme la Chine avec le Tibet, comme la Corée du Nord avec le lithium, sont des pays qui ont des richesses pas forcément exploitées ou des très grosses réserves. Donc c'est un pays qui intéresse les États-Unis. Forcément, les États-Unis sont toujours intéressés par les richesses des pays qu'ils vont démocratiser. Et là, par exemple, il y a aussi Baïkonour. Voilà, donc la Russie, elle a Baïkonour, avec un contrat de non-intervention. De fait, Baïkonour, si tu regardes un peu le statut de Baïkonour, c'est l'armée russe qui décide qui a le droit d'y rentrer dans la base de Baïkonour. C'est comme c'est loué jusqu'en 2050, à ce que je sais. Des vaisselles en Roumanie, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, c'est une base américaine. Faut être sérieux aussi. Donc les Russes, ils font la base. Ouais. Toute proportion gardée, parce que Baïkonour, les Américains en ont besoin pour la station spatiale. Donc ils ont aucun intérêt à détruire Baïkonour. Alors les Chinois ont aucun intérêt à déstabiliser le pays parce qu'ils ont une très grande frontière importante avec eux. Ils ont des voies, ils ont une autoroute qui commence à être opérationnelle. Ils ont une très grosse voie ferroviaire qui permet les échanges vers l'Occident. Donc la Chine n'a aucun intérêt. Et puis le Kazakhstan, c'est surtout une dictature. C'est quand même pas une démocratie. Depuis 30 ans. La France non plus, c'est pas une démocratie, mais c'est un autre problème. Si, la France est l'une des plus anciennes démocraties européennes. Ah ouais? Je savais pas. Bon, merci. Merci. Ouais. C'est ce qu'on enseigne, chez nous. Quand je vois qu'on paye un policier pour taper sur la tête d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur qui manifeste, j'appelle pas ça une démocratie. Mais bon, pour revenir au Kazakhstan, c'est quand même, c'est un pays. La démocratie doit être défendue à coup de marteau aussi. Il faut la sauver, ouais. Sauvons la démocratie. C'est un beau slogan. Tiens, je vais l'envoyer à Emmanuel Macron. Donc le Kazakhstan, c'est une dictature, c'est un pays très dur où il y a très probablement pas la liberté d'expression, mais apparemment où la population ne vit pas très mal. Il n'y a pas de blocus comme en Iran ou comme en Syrie ou comme en Irak. Il n'y a pas de gosses qui meurent de faim ou qui meurent parce qu'il n'y a pas les médicaments comme en Syrie parce qu'il y a des blocus. Donc il y a forcément une force extérieure qui est intervenue. Avec le soutien des USA ou avec le soutien de l'OTAN, c'est possible. Et une prognose? Je sais pas, c'est possible. Par contre, ce qui me paraît évident, c'est que les terroristes, ISIS, les islamistes, et donc la fraction extrémiste des Ouïghours, est peut-être intervenue, ayant été chassés de Syrie. Est peut-être intervenue, peut-être qu'ils sont retournés s'installer là-bas, parce que ce sont des gens qui, à mon avis, qui sont sans foi ni loi. Ils se disent islamistes, ils respectent pas l'islam. C'est des terroristes purs et durs, c'est des fous furieux. Donc, il est possible que ces gens-là aient été payés, mandatés pour changer l'équilibre du pouvoir au Kazakhstan. Sous couvert de démocratie, sous couvert de prix du gaz, sous couvert de je sais pas quoi, c'est possible. Le seul effet que je constate, moi, c'est que les alliés, enfin, je sais plus comment ça s'appelle cet organisme, ODCE, ODES, il y a un organisme de coopération et de défense. Oui. Moi aussi, j'essayais de me rappeler. C'est un organisme commun entre Russie, Biélorussie et plusieurs pays avoisinants et qui intervient militairement lorsqu'il y a des problèmes. Et donc ils ont actionné et apparemment ils sont en train de remettre. Une sorte d'alliance, quoi. Voilà, mais c'est comme l'OTAN. C'est un pendant à l'OTAN, sans la Chine, heureusement. De toute manière, la Chine n'est pas au Kazakhstan. Elle est intervenue au Kazakhstan, la Chine, mais à sa façon. Elle envoie pas des gens, la Chine. Elle envoie pas des militaires. Elle envoie du matériel et elle s'est occupée de brouiller les communications. Ça, je sais, je suis sûr. Mais cet organisme de défense, à mon avis, c'est un gros avertissement à l'OTAN en ce qui concerne
le Donbass et en ce qui concerne la Biélorussie. C'est leur dire, touchez pas, rentrez pas là-dedans, voyez ce qu'on fait, voyez en combien de temps on résout le problème. Je crois que c'est ça la leçon. Et l'OTAN, c'est malheureusement pour elle, moi ça me gêne pas, l'OTAN, je pense que la France a rien à faire, on a notre propre armée, on a la bombe atomique, j'ai pas vocation à aller sauver le Luxembourg ou la principauté de Monaco. Donc je pense que l'OTAN ne devrait plus exister puisqu'il n'y a plus d'espace soviétique. Ça a été créé pour contrer le communisme, il n'y a plus de communistes. À quoi ça sert? Ou alors c'est pour contrer la Russie, c'est autre chose, mais il faut le dire.